Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix. Comme toutes les semaines, on va vous faire le point sur nos recommandations, sur les audiences, sur des news et ainsi que le programme télé. On vous le rappelle, vous pouvez aller sur patreon.com/critflixmedia pour nous soutenir. Vous avez toutes les sorties de Critflix en avance de 24 heures par rapport à tout le monde gratuitement. Et si vous voulez, vous pouvez faire un petit don pour essayer d'améliorer notre matériel, mais aussi pour nous permettre d'aller faire des interviews partout en France si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/critflixmedia. Je peux enfin introduire mon compère. Comment vas-tu, David ? David Tison, bravo. David Regnault, bravo. Est-ce que tu as la ref? Ça me dit quelque chose, mais je ne l'ai plus. J'ai demandé à Fabien comment je pouvais te faire plaisir en sortant un truc du Floodcast et il m'a dit Et que voilà, ça c'est commençait ça. comme Bravo. C'est vrai. Je suis désolé. Non, mais c'est bien, C'est tu une l'as. interview, c'est une entrée en matière que je voulais te faire pour rendre hommage au Floodcast qui s'arrête et que j'aimais beaucoup. Il reste Et du coup- deux ou trois salles Playel, je crois, du coup, qu'ils font en direct et après Et je c'est lui ai dit, terminé. tu pourrais pas me dire un truc? Il me dit, bah ça dit juste au début, bravo. J'ai Ouais, dit, oh, bah, je veux dire bravo. J'ai dit bravo, je suis content. Voilà, il y a un bébé qui fait... Oui, bah, Voilà. mais ça, voilà, j'ai pas tout, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Mais t'avais déjà ça et c'est très bien. Merci pour cet hommage en tout cas. Bah écoute, c'est très difficile du coup de commencer cette émission parce que je m'y attendais pas du tout, mais c'est très bien. Pas à comparer à Florent Bernard. On peut dire aussi qu'on nous sommes l'un face à l'autre cette fois-ci. D'habitude, vous l'entendez Oui. peut-être, nous sommes à distance Ouais. avec voilà nos deux micros Il y a pas séparés. si longtemps, on était en face, il y a deux Oui, trois c'est semaines, vrai, mais c'est bon. vrai. Mais en tout cas, ça va nous permettre du coup d'être un petit peu plus réactifs, peut-être en étant l'un face à l'autre. Vous verrez bien, vous nous direz ce que vous préférez. Mais dans tous les cas, on va surtout commencer par nos recommandations. Quelle est ta recommandation cette semaine ? Eh bien, cette semaine, figurez-vous, mesdames et messieurs, que j'ai eu un an de plus et je me suis offert un cadeau. Oh. Un cadeau à l'occasion de la fête des pères. Alors, je ne suis pas papa. Bah non. Mais, contrairement à toi, je ne suis pas papa, mais. Tu es un peu le père fondateur de Critflix finalement. Bah, si. Ah, c'est gentil. Mais. Je me suis offert un cadeau fête des pères parce qu'il y avait une promo pour la fête des pères. Et je me suis abonné au journal Le Parisien. Parce que T'as j'adore. dû envoyer ton livret de famille, non ? Non. Pour prouver que t'étais papa ? Non, même pas. Même Bon. pas. Je me suis abonné via Google. Ok. Et c'est vrai que ça valait vachement le coup parce que j'ai payé 35 € pour l'année. Ouais. Faut savoir que le Parisien, je le lisais pas mal via Caféine ou Passe Presse avec Ouais. Canal et que je n'ai plus depuis. Et point de vue news, médias, cinéma, Ils sont et très, tout, très ils bons. sont excellents. Ouais. Kevin Boucher, Benoît Daragon, entre autres, hein, les deux responsables du service médias et télévision sont vraiment géniaux. J'ai payé 35 € mon abonnement. J'ai compté, ça me revient à 8 à 9 centimes le journal par Ah oui, jour. donc ça va. Sachant que en kiosque, il coûte 2,40 €. Donc 8 Ah oui. centimes versus 2,40 €, c'était vraiment une grosse promo. J'avoue. Et depuis, bah, ça fait, je me suis abonné il y a 4-5 jours. J'ai lu plein d'articles, c'était vraiment passionnant, des choses sur notamment T18. Tu fais le tri ? Tu euh, lis pas tout ? Non, je lis pas tout. Ouais. Par contre, je vais vraiment dans des articles que je veux lire, sinon Ouais. ça me prendrait trop de temps, je pense. Je pense que cet été, je prendrai le temps de plus le lire en profondeur. Là, on va dire que je survole un petit peu plus, mais je vais dans les articles qui m'intéressent vraiment de fond, et je trouve que c'est vraiment une excellente rédaction que la rédaction du Parisien. Donc, le Parisien aujourd'hui en France. C'est vrai que du coup, je lis pas les parties locales de Paris. Je lis la version aujourd'hui en France avec beaucoup plus de choses en lien avec les régions, mais c'est vraiment un journal que j'ai toujours apprécié. Et là, c'est vraiment ma recommandation si vous avez l'occasion cet été de lire un peu plus de presse, que ce soit de la périodique quotidienne ou même je suis toujours attaché à mes hebdos et à mes mensuels, et voilà, je pense que c'est une belle recommandation de retrouver un peu des magazines l'été. Ouais. On le sait, hein, que par exemple la presse People, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, bien sûr, mais la presse People, les journalistes ils partent en vacances en juin ou en septembre parce qu'en juillet août ils vendent beaucoup plus parce bien que sur le bord de la plage ça peut être sympa de s'acheter un magazine et puis de lire un petit peu ce qui s'est passé. C'est pareil que la télévision en fait, finalement les gens veulent des trucs pas prises de tête. Ouais. Donc ma recommandation, elle peut paraître un peu curieuse, mais c'est le journal Le Parisien parce que c'est vraiment un très très bon journal. Et puis ici on parle de médias au sens large, donc voilà ma recommandation de la semaine. Bah écoute, ça me permet de rebondir avant de faire ma recommandation pour te dire que c'est vrai que moi du coup je ne me réabonnerai pas à Première, pas parce que le magazine est mauvais, il est très très bon, les articles sont super, mais en fait j'ai pas le temps de lire un magazine que j'ai déjà le suivant qui est dans ma boîte aux lettres, et en fait je me dis mince, je gâche tous ces articles et tout sont, tu vois, ils restent enfermés. Parfois j'ouvre le truc, je dis mais attends, mais je l'ai pas lu celui-là, et donc en fait il y a plein d'articles parfois qui prennent un peu de retard, etc. Je viens d'ailleurs de lire un article sur Arcane saison 2 parce qu'en fait je me l'étais gardé de côté en me disant tant que j'ai pas vu la saison 2 je le lis pas, et en fait je l'ai oublié, et en fait en rouvrant le magazine la dernière fois je me suis dit ah bah oui c'est vrai qu'il y avait ça, et en fait j'ai découvert plein d'articles, et du coup je trouve ça un peu dommage d'avoir des magazines qui s'empilent chez soi et de pas avoir le temps de tout lire, donc finalement faire le tri c'est quand même pas mal quand tu lis vraiment que ce qui t'intéresse. C'est pour ça que moi je suis abonné actuellement qu'à à deux magazines, mais il y en a un
périodique. C'est la version numérique que Ouais, t'as pris. Oui, j'ai pris Ouais. que la version numérique, bien sûr. Ouais, sinon, ça ferait vraiment encore moins cher. Ouais. Mais moi, je suis abonné à Retro Gamer Mag, il y a un magazine du rétro gaming que j'aime bien, mais il est trimestriel. Ah Et oui, j'arrive mieux à là c'est gérer. pas mal, ouais. Et du coup, Première, je l'achète de temps en temps. Hmm. Et en fait, j'apprends en plus à picorer. Je pense, j'aime beaucoup le magazine aussi National Geographic ou le magazine Géo, qui là pour le coup sont plutôt dans l'histoire et la géographie, qui Bien sont sûr. les trucs, voilà. En jeux vidéo, effectivement, le Retro Gamer Mag auquel je suis abonné, mais sinon, Première, ou bah voilà, c'est des magazines que j'achète au goutte à goutte, où je me dis là j'aurai le temps. Mais en fait, j'ai fait le même constat que toi. Pendant un moment, j'avais une pile, j'étais abonné il y a des années hein, à Jeux Vidéo Magazine, et en fait, j'en recevais un, j'en avais encore deux blistés, quoi. C'est ça. Et je pense aussi que j'étais très très magazine adolescent. Mm. J'achetais beaucoup de magazines sur les jeux vidéo et sur le cinéma et les séries. J'adorais ça. Mais en fait, faut que j'admette que j'ai plus le temps que j'avais quand C'est j'étais ça. ado. Ouais. C'est vrai qu'on oublie quand on est enfant, on est ado, on n'a qu'un luxe, c'est ça. On rentre, on n'a pas à gérer les courses, la bouffe, le Non, ménage. t'as juste à faire tes devoirs. Après, voilà, et t'as voilà. juste à faire tes devoirs et après, bah. Et en fait, des fois, j'oublie que maintenant, j'ai juste à préparer les devoirs pour les autres. Oui, en plus. Mais du coup, c'est un peu frustrant, alors que j'adore la presse papier. Mais du coup, voilà, je continue d'acheter pas mal de magazines, mais avec plus de parcimonie. Ouais. Ma recommandation, moi, elle n'a rien à voir, c'est de la recommandation vidéoludique. Je vais t'avouer que je galère de plus en plus à trouver des recommandations parce qu'en fait, en faisant une émission par semaine, Ouais, on n'a je pas le temps de comprends. regarder un nouveau truc toutes comprends. les semaines, donc c'est un peu compliqué. Mais je sais plus si j'en avais parlé ou pas, normalement, j'en ai jamais parlé. Ma recommandation de la semaine, parce que je suis quasiment arrivé à la fin, ça va être le jeu vidéo Les Gardiens de la Galaxie. Ah, tu en as pas parlé, non? Et ben voilà, je l'ai eu gratuitement sur PC à l'époque, puisque vous le savez peut-être, mais toutes les semaines, Epic Game Store vous offre un jeu sur PC, donc quand vous avez une machine relativement intéressante pour jouer, ben ça peut être super d'avoir un jeu par semaine. Voilà, encore un truc que j'ai pas le temps de consommer, je Non, me mais retrouve avec une c'est ce liste que de jeux j'allais dire. de 70 ou 80 jeux que j'ai pas commencé. Tous mes amis me disent de prendre le PS Plus parce que c'est pareil, il y a des jeux offerts sur PlayStation. Ouais. Mais je l'ai jamais pris. Je me suis dit, j'ai une pile de jeux à faire. Ça va me faire qu'en rajouter Ouais, et qu'à c'est me ça. frustrer. Ouais. Bref, je comprends tout à fait. Donc du coup, Les Gardiens de la Galaxie, ça reprend la même thématique que dans le film. Donc vous avez cette équipe des bras cassés, des Gardiens de la Galaxie qui viennent... alors ça suit un peu le film, le premier film, mais pas trop. On arrive dans un univers où Thanos, effectivement, est mort. Gamora fait toujours partie de l'équipe, mais c'est pas la version que vous avez dans le film qui est un peu alternative, etc. Il n'y a pas d'histoire de voyage dans le temps, etc. Ça reprend plus les comics, mais avec la base du film, vous serez pas perdu à ce niveau-là. Il y a toujours les cohortes de Nova, il y a toujours les Chitauri, il y a toujours ce genre de choses. C'est des races dont on entend parler dans les films de chez Marvel et dans les Gardiens de la Galaxie. Et cette fois-ci, en fait, lors d'une mission qui a été confiée par les Nova, les Gardiens de la Galaxie se retrouvent dans une zone interdite et ils vont libérer une entité qui apparemment va pouvoir prendre le contrôle d'esprit. Et en fait, en retournant chez les Nova, on apprend que mince, du coup j'ai oublié son nom. Tu regardes la galaxie? Oui. Star-Lord. Star-Lord, donc du coup, qui de son prénom je ne me rappelle plus, putain, en plus je le vois tout le temps. Peter Quill, voilà. Ah, j'allais dire, Peter. J'allais dire Chris Pratt, mais c'est pas ça. Peter pendant... Non, c'est pas ça. Peter, pendant une guerre, en fait, a une relation avec une Nova, et cette Nova, en fait, a à côté d'elle une petite fille qui aurait apparemment l'âge qu'aurait pu avoir la fille si elle était tombée enceinte, etc. Et donc l'entité va prendre le contrôle de cette petite fille, en fait, et créer une espèce d'entité surpuissante, etc. Et donc lui, il va se poser la question de savoir, bon, bah, est-ce que c'est ma fille ou pas, mais surtout, est-ce qu'on n'irait pas sauver la galaxie, c'est quand même notre boulot. Donc... tout ça part d'un pitch assez basique. Le gameplay l'est également, c'est des zones de combat suivies de zones de découverte où on va devoir utiliser les autres gardiens pour libérer des zones, pour atteindre des zones. Donc on va utiliser Rocket Raccoon pour plutôt aller s'infiltrer dans des tunnels, ou Gamora pour aller défoncer des choses avec ses épées, des choses comme ça. Ou alors on va pouvoir faire des ponts grâce à Groot, par exemple, et ses lianes, ce genre de choses. Et de temps en temps, on arrive dans une zone de combat, et là, les 4 se mettent ensemble. On contrôle uniquement Peter Quill, mais on va pouvoir donner des ordres et lancer des combos spéciaux grâce aux autres gardiens de la galaxie. Tout ça pour dire que j'adore ce jeu, parce qu'en fait, ça n'arrête pas de causer. Il n'y a jamais 2 dialogues pareils dans le jeu. Ils sont tout le temps en train de... Ouais, ils sont tout le temps... Alors déjà, la VF est impeccable. C'est quasiment... je crois qu'il y a 2 voix sur 4 qui sont les mêmes que dans les films. Et ou en tout cas qui ressemblent énormément, et en fait ils arrêtent pas de causer entre eux, et ça permet d'approfondir les personnages d'une façon qui n'a jamais été fait dans les films, hormis dans le 3e par James Gunn. C'est bien parce que du coup on va peut-être pouvoir y revenir, mais voilà, James Gunn a insufflé ce truc de relation entre les personnages qui est assez intéressant dans le 3e, et d'ailleurs bah non, c'est lui qui a réalisé le 3, je suis bête.
Oui, il a réalisé, Oui, il a réalisé les 3, ouais. mais dans le troisième, il y avait quand même un petit peu plus de cette profondeur, je trouve, dans les personnages. D'ailleurs, on voit Warlock dans le jeu vidéo, Ah, il y est. c'est marrant ça. Donc vous aurez une autre version de Warlock dans le jeu vidéo. Enfin, bref, je vais essayer d'être le plus concis possible, je l'ai pas été beaucoup cette fois-ci, je suis vraiment désolé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça parle énormément, ça permet d'approfondir le lien entre les personnages, on va avoir de temps en temps des choix de dialogue qui vont nous permettre de partir dans un sens ou dans l'autre pour faire connaissance avec ces personnages-là. Il y a des objets secrets aussi dans le jeu qui vont débloquer des dialogues dans le vaisseau. On peut passer parfois une demi-heure, 3/4 d'heure dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie pour aller parler à chacun des personnages, puisque entre 2 missions, quand on est dans le vaisseau, les dialogues changent. Vu que le jeu évolue, et ben les personnages vont évoluer entre eux, et donc les dialogues vont changer. Donc si vous êtes fan des Gardiens de la Galaxie et de l'ambiance des Gardiens de la Galaxie, vous pouvez prendre le temps d'aller discuter, d'avoir toutes les vannes de Rocket Raccoon, d'avoir des je s'appelle Groot en permanence qui sont compris par toute l'équipe. Alors on ne sait pas pourquoi, mais voilà, ils arrivent à se comprendre, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Donc c'est les Gardiens de la Galaxie, ça a été fait par Eidos Montréal, donc c'était ceux qui avaient fait les Hitman, je crois, à l'époque, quelque chose comme ça. Eidos. Ouais. Ouais, à une époque, ils faisaient les Tomb Raider. Aussi, ouais, c'est eux qui avaient fait les Tomb Raider il y a très longtemps. Le jeu, ça a pas bien marché, il a pas convaincu à l'époque, malheureusement, donc ça a été un petit peu un four. Donc voilà, si vous voulez aller les soutenir et que vous aimez bien ces jeux qui parlent énormément et qui vont vous permettre d'avoir des liens entre les personnages en permanence, et ben franchement, foncez sur les Gardiens de la Galaxie. Le seul petit bémol, c'est que par contre les combats sont un peu brouillons, puis ça ressemble, c'est un peu tout le temps la même chose, quoi. Tu tires sur des ennemis, tu lances les combos, tu tires sur des ennemis, etc., etc. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. On a fini avec nos recommandations, on va pouvoir passer à nos news, on en a quand même pas mal, cette émission risque d'être un petit peu plus longue que prévu, on verra. On peut même commencer par les audiences, d'ailleurs. On peut même commencer par les audiences, parce que tu vois, à chaque fois j'oublie les audiences et je suis obligé de faire du montage, mais là du coup, vu qu'on a l'un en face de l'autre, ça me permettra de reprendre un petit peu la main, et on va faire les audiences, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Rapidement, hein, vendredi soir, carton pour À l'Instinct sur France 2, 3,7 millions. Mask Singer 2 477 000 et un plutôt bon score pour France 3 avec 1,2 million sur un nouveau divertissement. On donnait pas trop cher de sa peau, Famille je vous aime, avec Michel Drucker, mais ça franchement pas mal fonctionné du tout. Okay. Aussi bon score pour Gulli avec La Cité de la Peur, 615 000 téléspectateurs. Ah super. C'est assez chouette. Et puis alors sur C-Star, Douane sous haute surveillance à 91 000. Pourquoi je vous le dis? Parce que depuis Énergie 12, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu moins de 100 000. C'est elle maintenant la nouvelle dernière chaîne, tu penses? C'est peut-être un peu ça. Samedi soir, c'était sans doute parce que c'était mon anniversaire, les gens n'avaient pas envie d'être devant la télé, mais c'est la soirée des flops. À part pour France 3, Meurtre à Chartres, 4 millions. C'est énorme, hein, vraiment, les meurtres. C'est inédit comme ça. Par contre, le dernier cercle sur TF1 a beaucoup chuté, 1,8 million. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder, moi toujours pas. Et bon. Et pourtant, sur les réseaux, les gens sont plutôt enthousiaste, mais ça marche pas trop. Le Bêtisier sur France 2, 1,2 million. NCIS sur M6, 800 000. Mais quand on voit le temps qu'il a fait samedi dernier en même temps. Ouais, il a fait vraiment très. Les gens n'étaient pas devant la télé. Hein. Mais bon, en fait, quand on fait le total, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est vraiment le Meurtre à Chartres qui rafle tout, quoi. Échappée belle, seulement 700 000, alors que souvent ils sont autour de 1 ou 2 millions. Et alors après, sur toutes les autres chaînes, on tombe en dessous de 500 000 téléspectateurs. Donc vraiment une soirée un peu oubliée ce samedi 14 juin. Dimanche 15 juin, PSG Atlético Madrid en tête sur TF1, mais pas avec un score faramineux non plus. En fait, cette compétition, tout le monde s'en fout, la Coupe du Monde des clubs. Enfin, il y a quand même eu 3,8 millions, hein, mais on rappelle que tous les matchs sont sur DAZN. Il y a juste TF1 qui a le droit à 2 affiches. Même les joueurs veulent boycotter la compétition. On a vu des t-shirts marre du fric, du football fric. C'est une compétition que pour le pognon. Ça se passe aux États-Unis, ça ne marche pas du tout, ils n'arrivent pas à vendre les places. Au début, les places étaient mises en vente entre 300 et 500 euros. Là, ils sont passés à 20 euros la place et t'en achètes une, ils t'en offrent 3 autres pour 3 autres matchs. Donc en fait, t'achètes 2 places avec ta copine, tu peux aller en voir, ça fait 8 places en tout. Donc vraiment. Quelle idée de faire ça aux États-Unis alors que tout le monde s'en fout là-bas. Déjà, alors la Coupe du Monde de football avait marché aux États-Unis quand c'était la vraie Coupe du Monde. Et puis en plus, les gens mélangent tout. L'année prochaine, il y aura la vraie Coupe du Monde de foot aux États-Unis en 2026. La Coupe du Monde des Nations aux États-Unis, Canada et Mexique. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça avait été décidé avant l'élection de Trump, hein, tout ça, le fait que les 3 pays main dans la main, Canada, États-Unis, Mexique. Et là, cette Coupe du Monde des clubs, et alors la FIFA a dit ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'équipes engagées, donc en 2029 on va en mettre encore plus. Je crois que c'est n'importe quoi. Et tout le monde le dit et ça intéresse pas grand monde. Donc 3,8 millions c'est pas mal, mais on rappelle que la semaine d'avant, en finale de Ligue des Champions, le PSG était à 12 millions. Vanina, Meurtre en Sicile, 2e, 2,8 millions sur France 3, et Les Enfants des Autres, 2,5 millions quand même sur France 2. C'est pas si mal. Complot sur Arte, par contre, ne fait que 730 000 téléspectateurs. Lundi soir, alors c'est une soirée qui a encore souri pour Meurtre au Paradis, 3 millions, parce que 2 999 000, on est à 3 millions. Le Remplaçant, 2,7 millions. Oh, j'ai oublié de vous dire que dimanche soir, par contre, le Grand Prix de Formule 1 sur Canal+, était proposé en clair, mais pas sur Canal.
Enfin, sur Canal, mais pas sur la TNT, du coup. Et oui. En clair, pour les gens qui, sur leur box, ont Canal+, et il a fait 1,5 million quand même. Ah, c'est pas si Donc mal. il se place à la 5e place des audiences. Le remplaçant, 2,8 millions, Marié au premier regard, 2 millions, et Les Gardiennes, 1,6 million quand même sur France 3. Je me rappelle de tout le bien que tu pensais de ce film. Point de vue blockbuster, c'est un peu tristoun, hein, parce que le jour d'après, 690 000, Speed 2, 620 000. On rappelle qu'il y a encore un an, hein, on vous donnait des audiences 1 million. largement au-dessus du million. C'est quand même intéressant de voir qu'au niveau des publicités, il y a quoi? Enfin, je sais pas combien se vend une pub sur une chaîne télé, mais les prix ont pas vraiment dû baisser depuis 10 ou 15 ans, quoi. Et on se dit qu'avant, TF1 faisait 8, 10, 12 millions parfois le soir. Maintenant, avec les plateformes, il en fait beaucoup moins. Et Ouais. les publicitaires continuent à acheter des créneaux. Oui, bah ça a forcément un peu baissé, mais là je regardais, suite à un problème technique, Médiamétrie ne peut pas être en fournir de donner les audiences avant la mi-journée. Donc on n'aura pas les audiences de mardi. Mince. Désolé. Mais oui, mais je regardais là MCM l'autre jour, parce que l'après-midi il y a des épisodes Pokémon, et puis moi Pokémon, voilà, c'est toute mon enfance et j'aime bien regarder Pokémon. Et je voyais en fait il y a pas mal de pubs entre les épisodes, oui. alors qu'en journée ils doivent faire, je pense qu'on est quelques dizaines de milliers de personnes à regarder ça. Mais vu que les créneaux sont vraiment pas chers, bah voilà. Quelque part, il s'y retrouve aussi à ce niveau-là. Oui, donc, c'est pas faux. Ouais. Ok. Voilà pour les audiences. Voilà pour les audiences, du coup, comme on n'a pas d'audience de mardi. Et c'est pas très grave, on essaiera de vous les choper pour la semaine prochaine. On va passer aux news cette fois-ci pour de vrai, puisqu'on a fait les audiences, et je vais vous parler, moi, toutes mes news vont tourner autour du Festival d'Annecy, et de ce qu'on a pu apprendre de ce festival. Donc vous le savez, le Festival d'Annecy, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, c'est le festival qui récompense tout ce qui va tourner autour de l'animation. C'est tout le temps suivi de très près par rapport au Festival de Cannes, hein. Les deux se suivent à la volée, les journalistes ont très peu de temps pour se reposer entre les deux, les pauvres, mais voilà, cette année c'est Arco d'Hugo Bienvenu qui a eu le cristal du long métrage. Alors ça vous dit peut-être rien, mais cette histoire, donc c'est un film d'animation qui va se concentrer sur un jeune homme qui va en fait venir du futur, d'un futur idyllique, où tout se passe bien, et en fait ils ont réussi... En ce moment Comme chez nous en ce moment, tout pareil. Parfait. Tout pareil, tout est parfait. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Et en fait, ils ont inventé le voyage dans le temps. Et lui, malheureusement, s'est perdu dans notre présent à nous, ça, où ça se passe pas très bien. Donc la seule chose qu'il va vouloir, c'est vouloir retourner chez lui. Et il va rencontrer une petite fille qui va l'aider à faire ça. Le film a l'air très joli. En tout cas, les premières images sont vraiment, vraiment très, très belles. On a hâte d'avoir ce film au cinéma. Malheureusement, pour l'instant, pas de date, hein. On le sait, hein, l'animation, c'est toujours difficile à caler. Il va falloir choisir un bon créneau. Surtout que les gagnants... on l'a vu avec Flo, hein, les gagnants du Festival d'Annecy ne sont jamais vraiment les films qui vont rassembler le plus de personnes au cinéma. C'est sûr. Le prix du jury a été gagné par Ciao de Yasuhiro Aoki. Ça sera distribué par Eurozoom, ça n'a pas de date non plus. Et on a ensuite le prix Paul Grimaud pour Planète de Momoko Seto. Celui-là, par contre, il a une date, ce sera le 11 mars 2026. Il paraît que c'est vraiment très spécial, puisqu'en fait, c'est de l'animation, ce sont des éléments, des fleurs, des plantes, des nuages, des choses comme ça, qui vont, sans dialogue, réussir à communiquer entre elles. En fait, ça va être apparemment un moment vraiment très très sympa d'animation, comme on a pu voir avec Flo d'ailleurs, qui n'avait absolument aucune parole. Et juste pour terminer, le prix du public avec Amélie et la métaphysique des tubes, tiré du roman d'Amélie Nothomb, voilà, qui a eu le prix du public et qui sortira le 25 juin, distribué par Haut et Court. Il y a d'autres récompenses, hein, il y en a une vingtaine en tout de récompenses. Alors ce qui est très marrant, c'est que, je vais pas vous les citer, mais il y a des récompenses pour les films de télévision et les commandes, puisqu'il y a pas mal d'animation à la télévision finalement, pour les enfants, ce genre de choses. Et puis il y a aussi des récompenses pour les films de fin d'études, et une dernière récompense maintenant pour les œuvres en VR. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant que Annecy arrive à se moderniser, puis à proposer plein de possibilités, parce qu'en fait c'est les studios finalement qui sont récompensés, et ça leur fait de la pub pour pouvoir avoir des commandes de télévision, ou via les plateformes, je vous en parlerai tout à l'heure. Quelle est ta news ? Eh bien, je vais rester un petit peu dans le cinéma, si tu me le permets. Je te le permets. Pour parler du futur Superman de James Gunn, parce que j'ai lu une interview longuissime hier de James Gunn. La dernière bande-annonce donne vraiment envie. Dans le magazine Rolling Stone américain. Et j'ai trouvé fou que l'article soit gratuit entièrement sur internet. Cool. Alors j'ai mis la traduction Google parce que sinon voilà. Je me suis dit que pendant ma pause méridienne, ce serait un bon moment après manger. Je me suis pris 20 bonnes minutes et en fait mes élèves sont arrivés, j'avais pas fini de lire. Donc j'ai dû le terminer le soir parce que c'est vraiment une très longue interview dans laquelle il se livre beaucoup et qui me donne encore plus envie de voir le film Superman. Alors il explique déjà que c'est un Superman basé sur l'âge d'argent. Donc avec des robots, avec des choses comme ça, que c'est un Superman qu'il a écrit alors en pensant d'abord à Krypto. C'est assez amusant, mais que c'est la première scène qu'il a écrite, c'est celle qu'on voit dans la bande-annonce où Superman n'est pas bien et on voit Krypto qui vient l'aider. Et tout autour de cette interview est absolument fascinant. Il raconte ses difficultés
chez Marvel, Hmm. il explique ce qui pour lui ne va pas chez Marvel, et c'est assez... En fait, il a dû revenir un peu sur une partie de l'interview dans les jours qu'on suivi, parce que ça a été assez mal pris, mais en gros, James Gunn, il explique que Louis Desposito, qui est le numéro 2 de chez Marvel, hein, D'accord. le bras droit de Kevin Feige, Ok. lui a dit qu'il en avait... En fait, c'était très très compliqué, parce que chez Marvel, en fait, on s'en fout du script, c'est tel film sort à telle date, Ouais, et c'est vous ça. vous débrouillez avec. Ouais. Et là, c'est la condition sine qua non qu'il a donnée à Warner, c'est jamais on ne fera ça chez nous. Hmm. Et il explique qu'il a eu de la chance parce que son Superman, le script a marché tout de suite, et Supergirl, visiblement, est génial, mais que le troisième film qu'ils avaient prévu, alors il ne dit pas lequel c'est, alors les gens essayent un peu de chercher sur internet, mais devait sortir après, il dit là on a vu le script, ça n'allait pas du tout, on a annulé le film. On n'a même pas commencé la pré-production. Si le script ne va pas, il n'y a pas de film et c'est tout. Et donc ça c'est vraiment C'est quelque super. chose de super je trouve. Hmm. Il explique bah voilà que chez Marvel... en off, les gens en peuvent plus de Disney et de Disney+. En fait, en disant, on nous a demandé du contenu, Hmm. et en fait, qu'en gros, personne avait vraiment envie de faire She-Hulk, Ouais, bah oui, c'est ça. Falcon and Winter Soldier, et que, voilà, il explique que certains réalisateurs se sont donnés à fond pour au final se faire retoquer beaucoup, Bah et oui. que du coup, ben, ils pouvaient pas, il dit, j'ai aussi vu des réalisateurs assez paresseux dire, de toute façon, quoi que je fasse, ça va être retoqué, donc Ouais. laisser un peu la main aux équipes et laisser faire les choses, et il dit, on peut pas leur en vouloir. Il parle d'un éventuel crossover Marvel DC parce qu'en fait, au moment de l'interview sur son bureau, il a un comics où c'était un vieux comics des années 70 où Spider-Man rencontrait Superman. Hmm. Et il disait est-ce que c'est possible de le faire au cinéma? Il dit oui, c'est tout à fait possible. Et il dit je pense que ça pourrait se faire parce que les deux studios se feraient un max d'argent si on faisait un truc Marvel et DC ensemble. Mais chez DC, on est clair. On croit comprendre en sous-titre que Marvel pousse un peu en disant allez on fait un truc, Hmm. et il dit chez DC on est clair ce sera le même truc, c'est si le script est Ouais, génial c'est oui, ça. et dit moi j'y ai pensé mais j'arrive pas à trouver d'histoire vraiment cool dans laquelle il y a Ouais. Superman et Spider-Man, donc pour l'instant c'est mort. Il parle du Batman de Matt Reeves, il dit que c'est pas complètement fermé qu'il arrive dans son DC univers à lui, parce que pour l'instant, il explique qu'il a deux soucis principaux, c'est Batman et Wonder Woman. D'accord. Que tout le reste fonctionne très bien, notamment les Green Lantern, etc. Mais il explique que c'est des héros tellement iconiques Ouais. et qui ont eu déjà tellement de représentations il veut en faire une originale qui ne colle pas aux autres, mais il dit en même temps, j'ai envie de faire un Batman kitsch qui fait des blagues, quoi. Donc il dit, la solution pourrait être de ramener le Batman de Matt Reeves dans mon D'accord. univers, mais c'est pas du tout ce qui est prévu pour l'instant. Il dit, je pense avoir trouvé une manière de le faire autrement, mais voilà, c'est en train de se faire. Et Wonder Woman, c'est pareil, il y en a tellement de représentations. Il n'y a pas non plus de fermeture de porte à ce que Gal Gadot revienne, mais c'est hyper intéressant la manière avec laquelle il le formule. Il parle des lunettes de Clark Kent. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il dit en fait, moi, c'est un truc qui m'a toujours gêné. Dans Superman, je ne comprends pas. Et tout le monde ne comprend pas que Lois ne le reconnaisse pas. Et apparemment, en 79, dans un comics, il aurait été expliqué qu'en fait, ces lunettes avaient un espèce de faisceau qui envoyait aux gens des choses pour qu'on ne le reconnaisse pas, parce qu'en fait DC était coincé, ne trouvait pas comment expliquer ça, a demandé un appel au public, et il y a quelqu'un qui a écrit cette idée-là, et DC l'a prise. Okay. Et James Gunn il dit moi ça ne me satisfait pas, je suis allé voir des auteurs de Superman et je leur ai dit expliquez-moi, et ils m'ont tous dit bah on peut pas trop expliquer. Alors il dit mais par contre ils m'ont tous dit explique-le, trouve une excuse, trouve un truc parce que sinon ça ne passera pas. Et du coup il dit bah voilà j'ai trouvé mon excuse. Hâte de découvrir ça. Ouais, il explique que les Gardiens de la Galaxie, ça avait été dur à écrire pour lui parce que il avait l'impression que Rocket Raccoon, c'était un peu comme Bugs Bunny au milieu des Avengers, donc il fallait trouver la bonne manière de le faire entrer dedans, et que c'est comme ça qu'il avait fait rentrer aussi Crypto dans Superman. Il explique aussi toutes ces histoires de tweets qui ont été déterrés, qui avaient été très durs pour lui, et le fait qu'il était viré de chez Marvel puis qu'il est revenu. Bref, si vous avez l'occasion d'aller la lire, c'est une interview de James Gunn où il parle aussi de Peacemaker, de Créature Commando, où il parle de son rapport aux comics, où il parle de son rapport au cinéma, de son rapport à la vie, il parle même d'un peu d'expérience mystique. C'est fascinant, c'est une très longue interview, c'est dans le magazine Rolling Stone US, mais vous pouvez la retrouver en intégralité et gratuitement sur leur site. Et si vous y allez sur un ordinateur, même sur vos portables, sans doute vous mettez traduire par Google. Ouais, c'est ça, et vous l'avez complètement, et j'ai trouvé ça absolument passionnant. C'est marrant parce que c'est en parallèle avec l'interview de Rachel Brosnahan qui a eu il y a pas longtemps, je sais pas si tu as eu cette interview. C'était sur Variety où en fait elle a avoué que il était peut-être temps que les acteurs qui avaient joué des rôles de merde en tant que super-héros ou dans des mauvais films de super-héros assument un petit peu leur truc. C'est-à-dire qu'en fait il y a des acteurs qui parfois refusent un peu de mettre ça dans leur CV, ou alors qui essayent d'un petit peu l'oublier, et elle est en mode non, tu choisis de le faire ou tu choisis de pas le faire, mais dans tous les cas une fois que tu l'as fait il faut que tu l'assumes, et voilà, tu peux dire qu'après les choix
qui ont été faits en post-prod étaient pas les tiens, mais par contre le but est de te donner à fond pendant que tu joues le rôle du héros. Et c'est vrai qu'on sent parfois même que les acteurs de chez Marvel ont des contrats et que ils ont peut-être plus envie d'être là, mais qu'ils le font par obligation. Et donc voilà, c'est marrant parce que pareil, cet article, il est pas très long, mais il explique que voilà, elle a assumé le rôle et qu'elle elle a joué dedans à fond et qu'elle le fera le temps qu'elle sera engagée en tant que Lois Lane dans Superman. Et donc c'est une super petite interview aussi où bah voilà, au bout d'un moment, les acteurs, faut qu'ils assument un petit peu de leur côté. Ouais, et puis il y avait un point qui est intéressant aussi dans l'interview que j'ai bien aimé, c'est sur ils ont fait une réunion, alors il explique que lui, il a un peu lancé ça. Ils ont regardé le film, alors il n'était pas tout à fait fini, là il vient d'être terminé, hein. Il sort bientôt, la post-prod vient d'être finie, il l'a regardé avec toute son équipe, et après il les a mis autour d'une table, il a dit ok, on est à l'été 2026, à votre avis, quels sont tous les trucs négatifs que les gens vont dire sur le film, maintenant qu'on l'a fait, et on essaye de corriger ça. Été 2025 Non, été 2026, il dit on se projette dans un an plus tard. Dans un an, le Blu-ray est sorti, le film est sur toutes les plateformes. Quels sont les trucs qui vont dire ouais, mais quand même dans Superman il y a ça et ça, et on essaye de corriger. Et il dit on a modifié plein de petits trucs qui, en fait, parce que des gens osaient pas dire bah ça, je pense que c'est peut-être un peu bof. Et il dit moi j'ai dit le titre Superman Legacy, j'en ai marre des titres de films avec Superman, le nom, 2 points et un mot. Il dit Marvel a fait que ça, ras-le-bol. C'est Superman, je vous confirme que le prochain film ce sera Supergirl, point. Et maintenant je vais essayer de faire que des trucs comme ça parce que j'en ai marre de ces espèces de titres un peu pompeux. Il dit là l'héritage de quoi? De rien. Je fais mon film Superman, c'est un film Superman. Et bon bref, c'est vraiment une interview très chouette. Bah justement, on va passer du côté de chez Disney pour que je puisse toujours vous parler du Festival d'Annecy, puisque Disney a été au centre finalement de pas mal de conférences cette année, puisqu'ils avaient beaucoup de choses à annoncer. Alors Disney oui, mais aussi Pixar bien évidemment. Donc il y a eu des nouvelles de Zootopie 2 qui sort en cette fin d'année, 26 novembre 2025. Un trailer sans parole. Exactement. Il y a quelques temps. Voilà, donc on l'attend avec impatience. Donc c'est un Disney animation, c'est pas un Pixar, Zootopie. Il faut pas confondre les deux. Et surtout, c'est pas parce que ça chante pas que c'est pas un Disney. Je sais pas si notre copain Sylvain nous écoute, mais l'autre jour il me dit ouais, j'étais déçu de certains Pixar, genre Avalonia. Je lui dis Avalonia c'est Disney. Disney. Ouais. Il me dit non, ça chante pas. Je lui dis et Zootopie. Il me dit Zootopie, c'est un Pixar, ça chante pas. Non, c'est pas parce que ça chante que c'est pas parce que ça chante. Voilà. Red Alert, c'était un Pixar. Red Alert, non, c'était un Disney, c'était un Pixar. C'était un Pixar. C'est un Pixar. Donc ça chante pas. Ça chante pas non plus. Mais voilà, si ça chante en plus, c'est ça le pire. Il y a pas de règle qui dit que ça doit chanter dans tout à fait. Le premier volet avait fait quand même 4,86 millions de spectateurs en 2016. Mais bon, on était en 2016. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pete Docter, qui est le directeur des créations studio Pixar Animation, qui est venu parler d'Helio, qui sort aujourd'hui, le jour où on enregistre, le 18 juin. Donc les critiques sont excellentes, apparemment. Et apparemment, il a bien plu. Et donc, ils ont eu droit à 27 minutes du film, donc du coup, en amont. Alors, vous aurez le droit au film en entier à l'heure où vous nous écoutez, puisqu'il sera sorti en salle. Mais en tout cas, à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, 27 minutes d'un film Disney Pixar en avance. Il a également parlé des prochains projets, dont un projet qui s'appelle Hoppers, qui est prévu en mars 2026. Ils ont eu droit aux 2 premières minutes de Toy Story 5. Donc on a appris que le grand méchant serait une tablette connectée pour enfants. Voilà, c'est attendu pour l'été 2026 et on a surtout eu le prochain projet de Disney Pixar, le prochain projet inédit qui ne sera pas une suite, qui s'appellera Gâteau et qu'il sortira en été. Alors ils espèrent le sortir à l'été 2027. C'est par Enrico Casarosa. Est-ce que tu sais qui c'est? Pas du tout. Il a réalisé un autre Disney Pixar qui malheureusement n'était pas sorti au cinéma, mais qu'on a eu la chance, nous, de pouvoir passer à un moment après Covid. Effectivement, c'était Luca. Et donc là, il va reprendre un petit peu ce côté italien, puisque ça va se passer à Venise. On suivra les aventures d'un chat qui a un problème avec la mafia des matous et qui va devoir s'en sortir dans une ville qui finalement joue beaucoup sur sa verticalité, puisqu'il y a de l'eau qui entoure la ville en entier, donc ils vont pouvoir jouer là-dessus, ça risque d'être quelque chose de très très joli. Donc on a hâte de voir les prochains projets de Disney Pixar. On voit que Disney laisse quand même pas mal de liberté, je trouve, à Pixar encore, même s'ils les ont enfermés dans des suites d'un côté pour pouvoir subvenir, on va dire, aux besoins du studio, parce qu'on le sait, on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast, les suites fonctionnent bien mieux que le reste. Par contre, quid dans cette conférence des Indestructibles 3, qui est toujours prévu. Des storyboards avaient été affichés, il y avait eu des concept art qui étaient sortis, mais pour l'instant, pas de nouvelles des Indestructibles 3. On l'espère parce qu'ils ont justement, comme James Gunn, peut-être pas le bon scénario ou la bonne idée, et que du coup, ils n'avancent pas forcément sur le projet, donc ils l'ont laissé de côté.
À toi la main. Et bah quelques petites news télé, il y en a eu beaucoup et la première vraiment ça a été retentissant, elle est sortie il y a à peine plus d'une heure, c'est à partir de l'été 2026, toutes les chaînes du groupe TF1 seront disponibles sur Netflix. Un gros partenariat puisqu'en fait vous aurez sur Netflix également TF1+, qui sera incorporé à Mais, Netflix. mais C'est-à-dire que... ça se voyait. Ouais, oui, ça se voyait quand même, un vrai rapprochement entre TF1 et Netflix. Rappelons qu'il y a quand même aussi un gros partenariat avec Prime pour l'instant, parce que Cat Size, par exemple, produit par Prime et qui est venu sur TF1 puis reparti sur Prime. Et puis également, il faut le rappeler, beaucoup de films. Ça a été le cas encore de The Beekeeper il y a quelques temps, de Prime qui arrive sur TF1. Mais alors là, la grosse annonce, alors une photo qui a été faite visiblement au MIP à Cannes, où on voit Rodolphe Belmer et le patron de Netflix France sur les hauteurs de la Côte d'Azur. Oh, bah dis donc. Photo prise, je sais pas si elle a été prise ce matin, mais en tout cas diffusée ce matin, qui annonce donc TF1 série film, TFX pardon et TMC. Quid des chaînes payantes, je ne pense pas, mais pourquoi pas voir arriver aussi Choya TV ou Histoire TV, ça pour l'instant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça va être un gros événement. TF1+, disponible sur Netflix à partir de l'été 2026. Donc on pourra regarder des chaînes en direct sur Netflix. Exactement. D'ailleurs, Netflix, dont j'ai pris un abonnement pour un mois, j'ai cédé. Alors, c'était encore l'ancien prix. On est à 7,99 avec les pubs. Ouais. Et je retire ce que j'ai dit pendant la matinale, pour ceux qui nous écoutent et qui ont suivi la matinale il y a 15 jours, où je disais que j'avais pas de pub. En fait, les premiers jours, j'avais quasiment pas de pub. J'ai regardé quasiment j'ai regardé la totalité de Family Business. Quasiment pas de pub, 15 secondes par épisode à peu près, pas de pub au début ou à la fin, juste au milieu, 15 secondes, basta. Et au bout d'un petit moment, une petite semaine à peu près, j'ai commencé à regarder Arcane, et là j'ai une pub de 30 secondes au début, une pub de 15 au milieu, une pub de 30 à la fin, et ça s'enchaîne comme ça. Je regarde aussi Brooklyn Nine-Nine, qui est une série de 20 minutes, donc là ils se font plaisir, donc j'ai pareil deux coupures, j'ai une coupure au milieu, puis les deux coupures au début et à la fin. Donc là ça y est, ça commence à prendre. Par contre, j'avoue que la plateforme Netflix est quand même bien faite. Je trouve que les transitions vers la pub, avec le petit fondu au noir, la petite apparition en haut du nombre de secondes qui reste de ta publicité, les publicités qui sont beaucoup plus variées, le fait qu'on puisse aller dans... C'est insupportable. Ouais, quand on allume Netflix pour la première fois, il nous dit que voilà, en fait, on peut aller dans les options, on peut aller sur son téléphone dans les options, et en fait, on peut choisir si on veut des pubs personnalisées ou non. Donc ça permet de varier un peu les pubs. C'est bête, parce que les pubs, on les aura. Donc je me dis, quitte à avoir des pubs, autant les varier, autant avoir un maximum de variations de pubs. Comme ça, au moins, t'as pas tout le temps les mêmes, et tu t'agaces pas devant ta télévision, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a quand même, et c'est marrant, parce que des plateformes, il y en a plein, mais non. Mais il y en a aucune qui est parfaite. Je trouve que par exemple, pour rajouter un truc dans ses favoris via sa télévision sur Netflix, c'est la galère. Faut appuyer sur le truc, faut descendre 3-4 fois, faut appuyer sur ajouter dans la liste, faut revenir en arrière. Par contre, le changement de langue est vachement bien fait sur Netflix. Enfin bon, bref, il y a plein d'avantages comme ça. Et ce qui me tue, c'est du coup, je peux jouer à des jeux vidéo sur ma télé avec Netflix, et ça c'est marrant. Et du coup, me dire que je vais avoir des chaînes en direct en plus, est-ce que c'est pas le nouveau Canal+? Ça fait pas beaucoup de chaînes en direct par rapport à Canal+. Non, c'est sûr, mais finalement, tout le monde y retourne à ce fameux linéaire, parce que c'est pareil. Nous, on n'y a pas eu accès. Tout le monde dit qu'il est mort, il a jamais été aussi vivant. Non, c'est ça. Et sur Netflix, en fait, ils ont toutes les semaines, ils avaient un night show, là, il y a pas longtemps. Je ne sais plus comment s'appelle le présentateur. Et il paraît que ça a eu un succès de malade. Les gens étaient tous les jours, à l'heure, devant leur télé, en direct avec Netflix, qui lance les tweets au fur et à mesure de l'émission pour que les gens réagissent, et c'est la meilleure façon possible d'avoir du monde. Et on en revient toujours à cette machine à café, c'est un truc bête, mais en fait les gens le lendemain ils ont besoin de parler d'un truc qu'ils ont vu ensemble de manière un peu communautaire. Et moi je n'ai toujours pas quitté mon abonnement Netflix. Pourquoi je ne l'ai pas quitté? Parce que j'attendais avec impatience la série Tour de France au cœur du peloton. J'ai adoré les 2 premières saisons. Et d'habitude, ça sortait en juin, et là, ça sort en juillet. Ah, et en fait, je pense que la post-prod a peut-être été un peu longue. Je trouve ça dommage parce que ça sort 2 jours avant le Tour de France. Avant, ça sortait 1 mois avant. Du coup, moi, ça me mettait en plus bien dans le mood. Là, je pense que j'aurais pas le temps de tout regarder d'un coup. Mais bon, j'ai toujours Netflix. Point de vue, alors il y a plein de news télé d'un point de vue mercato. Vous avez peut-être vu qu'Anne-Sophie Lapix quitte le France 2 et donc elle a été annoncée sur M6 et sur RTL. C'est fou. À la rentrée, du coup France 2 la débarque, elle devait être en place jusqu'au 16 juillet, elle part le 26 juin. Donc elle part plus tôt. On ne sait pas. Ça sent la dispute quand même, cette histoire. Ouais, ça sent ça. C'est bizarre parce que pourtant elle était appréciée, non, Anne-Sophie Lapix? La preuve, ils l'ont pas gardée, quoi. Donc déjà, je pense que c'est. Elle était appréciée, oui. C'est peut-être pas le Moi, je l'aimais bien, mais bon, voilà. Qui va la remplacer? Alors, on sait qu'on avait parlé très longtemps de Darius Rochebain d'LCI, mais finalement, TF1 lui a sorti plein de choses, peut-être même un petit chèque, je ne sais pas. Je ne voudrais pas. Un petit panier repas. On n'en sait rien, c'est du conditionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, là, il semblerait quand même de plus en plus que ce soit Caroline Roux
qui arrive au JT de France 2. Moi, c'est une journaliste que j'adore, donc j'en serais ravi. Bien sûr. On a appris également que Sonia Braclia quittait, alors elle était avant sur TMC, mais elle était à la matinale de France Info, où elle faisait des interviews politiques le matin. Elle quitte sans doute pour aller sur France 5, danser dans l'air, à la place de Caroline Roux. En tout cas, France Info a communiqué aussi ce matin sur la venue de Paul Larotourou, qui est donc matinalier sur TF1, qui intervenait aussi beaucoup sur TMC, et qui va la remplacer à la matinale de France Info. Okay. Donc il semblerait bien que tout aille dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu tristes parce qu'ils auraient aimé que Maya Loquet, qui est Joker de Caroline Roux sur France 5, prenne la place, mais il semblerait, en tout cas, c'est ce que dit Clément Garin, et j'avais déjà vu ça passer sur Internet, c'est que Maya Loquet a décidé de refuser toutes les quotidiennes qu'on lui proposera, y compris même le JT, si c'était le cas. D'accord. Elle avait même été approchée visiblement par BFM TV, parce qu'elle donne priorité à son mari et à ses enfants. D'accord, ok. Et ça, je trouve ça assez louable dans un monde aussi terrible que la télévision, de requins où tout le monde veut la plus belle part. Alors, voilà. Que ce soit C'est dans l'air, selon Clément Garin, elle refusait le 20h, C'est dans l'air, C'est à vous, Télématin en semaine, ou quoi que ce soit d'autre, parce que ça l'éloignerait trop de ses enfants. Donc je trouve ça chouette de voir qu'il y a encore des gens comme ça dans le monde de la télé. Voilà donc pour cette news un peu mercato, où effectivement ça bouge vraiment beaucoup. Ça bouge tellement, ça c'est Mediapart qui l'a sorti, il faut quand même qu'on vous en parle. Vous savez que Jean-Marc Morandini est de retour sur Europe 1, et que ça pose problème parce qu'il n'a pas le droit de travailler avec des mineurs, Jean-Marc Morandini, dans le coin. C'est pour ça que sur CNews, si vous le regardez, il n'est jamais dans les plateaux de CNews, il est dans une petite pièce à part, où il est sûr de ne pas croiser de mineurs. Et là, apparemment, sur Europe 1, il y avait des stagiaires de 14-15 ans. Le CSE d'Europe 1 est monté au créneau, la direction n'a pas réagi, les parents d'élèves là sont montés au créneau, et donc c'est sorti sur Mediapart. Donc voilà, il y a quand même des choses, c'est terrible, hein, parce que quand quelqu'un est bankable et rapporte de l'argent, voilà, même, malgré, alors voilà. Oui, on vous fait l'apologie de la télévision parce qu'on adore regarder la télévision, mais par contre on ne soutient absolument pas ce genre de choses comme ça, c'est assez terrible, hein, assez terrible de voir ça. C'est comme Koé qui est revenu sur Europe 2 là depuis la rentrée, depuis quelques semaines maintenant, alors que il était censé devoir être boycotté de partout parce qu'il a aussi des affaires au bout des fesses. On retourne à Annecy et on va parler un petit peu de Netflix, mais pas trop, puisqu'on va parler du studio Fortiche. Tu sais qui est le studio Fortiche ? Je connais le studio Fortiche parce qu'ils sont quand même vachement fortiches. Ils sont fortiches, et surtout qui ont fait... C'est eux qui ont fait Arcane ? C'est eux qui ont fait Arcane, tout à fait, bravo. J'ai dégommé si je me trompais. C'était bien sûr eux qui avaient fait les 2 saisons d'Arcane, qui a eu un succès critique, succès public absolument partout. Et là, c'est Arte qui les débauche pour pouvoir faire un 10 x 10 minutes sur une série qui s'appelle Miss Saturn. Alors c'est tiré d'un roman de Barbara Israël, ça se passe en France en 1984 et c'est une fiction générationnelle et musicale, donc il va y avoir de la musique à l'intérieur. La musique a toujours été omniprésente dans Arcane et dans l'ADN de Fortiche, donc ça leur a fait vraiment plaisir qu'Arte se rapproche d'eux, et donc ça va raconter l'histoire de 2 adolescents de 16 ans qui fuient Nice et leur passé à bord d'un train de nuit. Donc ça va être un récit coming of age, comme on dit, il n'y a pas vraiment de terme français, mais voilà, c'est la sortie d'adolescence, on va appeler ça comme ça, le passage à l'âge adulte, dans une série donc de 10 x 10 minutes. Le but pour Arte, c'est d'aller chercher la Gen Z, c'est ce public qu'il arrive un petit peu de temps en temps à avoir avec des émissions, surtout sur Twitch. Mais voilà, le but est de proposer un vrai programme qui va les concerner eux, même si ça se passe en 1984, c'est quand même des adolescents qui ont des problèmes, je pense, qui sont toujours d'actualité. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est d'aller chercher ces gens-là. La diffusion est prévue pour Arte en 2027, la production se fera début 2026, à savoir que le média sera très certainement prévu pour être diffusé et à la télévision et sur les réseaux sociaux, en fait, en fonction de comment ça sera filmé, les plans, etc., pour essayer peut-être d'en faire des toutes petites parties sur les réseaux sociaux qu'on pourra suivre, comme ça avait été le cas avec leur série animée, dont j'ai oublié le nom, c'était un prénom, je ne sais plus, et non, c'était pas David, ça va sortir en film d'ailleurs, là, dans pas longtemps, et Samuel, une série que j'avais pu regarder avec ma chère et tante, qu'on avait beaucoup aimé, puisque c'est l'histoire tout simplement d'un adolescent au collège qui écrit dans un journal intime, et c'était vraiment très joli à regarder. Donc voilà pour une dernière news au niveau d'Annecy, une avant-dernière, parce que j'en ai une dernière. Est-ce qu'il t'en reste une ou est-ce que je passe à la mienne ? Eh ben vas-y, je t'en prie, je voulais vous parler de T18, comme on dit aux États-Unis, parce qu'on aime beaucoup cette chaîne, T18. Eh oui. Alors T18... Plus de succès là-bas que chez nous, je pense. Christopher Baldelli, le président, a répondu à une interview du Parisien,
super intéressante dans lequel il dit que les audiences sont visiblement très bonnes. Alors elles ne sont pas mesurées officiellement, mais lui il aurait des petites Bien infos, sûr. notamment une journée de dimanche qui se serait C'est pour très ça bien qu'ils ne les passée. diffusent pas. Les primes auraient plutôt bien fonctionné également. Ce serait au-delà des espérances de ce qu'ils avaient imaginé. Alors bon, c'est quand même très dithyrambique. Parce qu'on les aura jamais, ces audiences-là, on est d'accord. On aura les audiences à partir de septembre, mais on pourra jamais revenir en arrière. Non. Donc voilà, c'est assez mystérieux. Il explique que la chaîne fonctionne notamment très bien chez les 25-49 ans, alors qu'on disait que c'était plutôt chez les 60 CSP+. Alors il explique quelque chose d'assez intéressant sur le fait qu'on ait tous ces programmes de flux en boucle, genre de le TDECO ou l'écologie de telle heure à telle heure. Pourquoi est-ce qu'il est resté ça très longtemps, et pourquoi il ne mettait pas, comme sur les grandes chaînes, un programme de 8 à 9 puis un de 9 à 10. Et c'est intéressant, il explique que c'est une stratégie, c'est que pour que les gens adhèrent à un programme, si ils tombent dessus, statistiquement, ils ont plus de chances de tomber dessus si on le diffuse pendant 4 ou 5 heures de rang que si on le diffuse que 52 minutes. C'est pas faux. Donc, on peut rester dessus, on peut accrocher, ça peut nous plaire, on peut se prendre au jeu et au bout d'un moment, venir le voir beaucoup plus régulièrement. Il a été interrogé aussi sur le fait pourquoi est-ce qu'il annonçait inédit des programmes qui ont été diffusés sur Maison Plus, sur Ushuaïa TV ou sur Paris Première. Et il a dit, à juste titre, mea culpa, mais c'est vrai qu'il a pas tort, qu'un programme est inédit à partir du moment où il n'a jamais été diffusé en clair, et que de la même manière que le film du dimanche soir sur TF1 était annoncé inédit alors qu'il était passé sur Canal+, on avait le droit de dire que quelque chose était inédit à ce niveau-là. Par contre, T18 risque d'avoir déjà un gros problème avec l'Arcom, enfin un gros problème, un problème assez conséquent. On avait parlé il y a très longtemps dans les premiers Critflix de ce qui s'était passé autour de John Wick, ou de films interdits au moins de 12 ans diffusés en prime. Je me suis posé la question pour Everything Everywhere, effectivement. Et alors, en fait, il y a une nouvelle législation au CSA qui dit qu'on peut maintenant diffuser des films interdits au moins de 12 ans en prime time, à condition de ne pas le faire plus de 2-3 fois par an, et avec parcimonie, mais surtout, on a une interdiction totale, même si on le coupe, d'en passer pendant les vacances scolaires. C'est-à-dire que c'est la contrepartie. Oui, maintenant vous pouvez en passer un peu, mais pendant les vacances, c'est rien du tout. Sauf que T18 a annoncé hier la diffusion de The Reef 2 le dimanche 10 juillet. C'est un film d'horreur, ça. C'est vraiment un film dur, et donc en prime time, le 10 juillet, un dimanche pendant les vacances. Alors, ils auraient fait ça fin août, on aurait pu dire ils ont un peu oublié, mais là vraiment c'est quasiment le deuxième dimanche des vacances, quoi. Donc c'est très problématique. Cette diffusion, je sais pas si c'est le dimanche ou c'est le jeudi 10 juillet, ça doit être un jeudi le 10, jeudi 10 juillet, donc The Reef 2, donc au tout début des vacances en plus, ça peut être un peu problématique, et puis on y reviendra peut-être ces prochains temps, mais on va avoir une grosse programmation Jurassic Park sur TF1 avec la première diffusion de Jurassic World 3, c'était Dominion, je crois, j'ai oublié comment il s'appelait chez nous, celui-là. Mais bon, voilà. Jurassic Park en prime time le mercredi 2 juillet. On a appris aussi que, je vous rappelle que Interville sera les jeudis soirs. On vous a révélé la semaine dernière qu'en face, le premier Interville, ce serait le dîner de cons. Oui. Donc ça allait être Red, et TF1 a annoncé ce matin qu'en face, le deuxième Interville, ce sera les visiteurs. Oh les bâtards. Non, c'est abusé. Tu sens qu'il y a vraiment une haine envers ce truc-là, quoi. C'est vraiment fou. Moi, je trouve ils l'ont mauvaise. Pour les amateurs de cinéma, j'aime bien l'idée de se dire que les jeudis d'été, il y aura du cinéma sur TF1, il y aura ciné-jeudi. Mais je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même un programme emblématique, et c'est vrai que s'il avait fallu faire le bon joueur, on aurait dit allez, vas-y, ce jour-là, il est pour vous. Et en plus, même sans ça, je pense que Interville risque de se planter avec toutes les mauvaises idées qu'a eu Nagui. Mais là, du coup, en face, c'est vraiment le couteau planté, ils le tournent, quoi. Ils y vont franco de porc. Et puis, donc voilà pour ces news. Et puis, le 9 juillet, qu'est-ce qui va arriver en salle ? Il va y avoir la sortie de Superman. Et donc, j'ai commencé avec James Gunn. Je termine avec James Gunn. C'est ce jour-là qu'il commencera d'écrire son nouveau film. C'est assez amusant, mais il dit en fait, je n'arrive pas à écrire un film tant que je suis en post-prod. Je suis sur un nouveau projet, j'ai des idées, mais là, j'arrive pas à l'écrire. Et en général, je faisais ça un peu plus jeune, et c'est devenu une tradition. Le jour de la sortie de mon film, j'écris le nouveau. Il n'a pas dit de quoi il s'agirait, mais par contre il a confirmé que c'était bien un film DC Comics. Ah ok, voilà. Donc il resterait 100% chez DC. Après c'est vrai que James Gunn, quand il est un peu plus libre dans ses possibilités de réalisation, il va quand même très très loin. Donc c'est vrai que l'image de DC Comics aurait pu peut-être être un peu entachée par la liberté d'expression de James Gunn par moment, qui va peut-être parfois un peu loin dans certains de ses films, mais... Ouais, là en tout cas, il reste sur un projet d'ici. Ok. Eh ben écoutez, moi je vais finir avec Annecy encore une fois, parce que j'avais dit, je ne ferai que des news là-dessus, mais pour vous parler de Netflix encore une fois, puisque... et puis en plus, c'est la tradition, c'est le fil rouge depuis quelques semaines maintenant, je vous parle de jeux vidéo et d'adaptation de jeux vidéo. Quel jeu vidéo va adapter Netflix cette fois-ci ? Une série d'un jeu vidéo culte. Pong. Ça aurait pu...
Et un feu de cheminée Pong. Non, c'est pas Pong, c'est un jeu qui a fait date, je crois, à l'époque, c'était en 2002 sur PlayStation 2, qui jouait sur les ombres et la lumière, avec Sam Fisher, grand héros, au demeurant s'il en est. Splinter Cell. Tout à fait. Oh là là, Ça y est. J'ai toujours voulu jouer à Splinter Cell, j'ai acheté Splinter Cell, j'ai jamais joué. Et ben, tu vois, moi j'y ai joué 2 fois au premier, après j'ai joué à d'autres Splinter Cell, mais j'ai trouvé ça toujours très très dur, c'est des jeux qui sont vraiment vraiment pas faciles. Et pour le coup, Splinter Cell, ça fait des années que les fans attendent une suite, un nouveau Splinter Cell de chez Ubisoft, et Ubisoft s'est amusé à laisser par-ci, par-là, des traces, des petits goodies, des petites choses qu'on pouvait acheter dans les autres jeux de chez Ubisoft et du Tom Clancy's, mais jamais de nouveaux films. Et bien là, ce sera de nouveaux jeux, pardon. Et bien cette fois-ci, ce sera une série qui fera au total 2h45 sur plusieurs épisodes, et le projet a été démarré en 2020. Il a été envisagé comme une série premium pour adultes, un thriller d'espionnage. Cette fois-ci, Sam Fisher sera vieux, il aura une 60aine d'années, et ça se passera en Europe, à Suwałki, en Pologne. C'est censé être le point géographique, le maillon faible de l'Europe apparemment, ce point géographique voilà, qui pose peut-être problème. Alors est-ce que c'est dans les romans de Tom Clancy ou est-ce que c'est dans la vraie vie, ça je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas il est prévu pour... Je ne sais plus, je me suis perdu dans mes notes et vous m'entendez chanter et ça c'est super. Non, ce qu'on peut savoir surtout c'est que c'est en partie réalisé par Félicien Colmédage qui a fait Le Sommet des Dieux. Ah, j'ai toujours pas vu, mais on m'en a dit énormément. Ouais, moi aussi on m'en a dit beaucoup de bien. Donc voilà, c'est sûrement prévu pour 2026 ou 2027. Okay. J'ai pas la date, je vais pas vous emmener sur ce terrain-là, ça serait quand même dommage. Donc voilà, Tom Clancy, Splinter Cell qu'on attend avec beaucoup d'impatience parce que moi j'aime beaucoup cette saga et ça peut donner quelque chose de très chouette. En tout cas, les premières images donnent envie. Donc voici pour nos news et on va pouvoir terminer comme d'habitude ce podcast avec le programme de télévision. Samedi 21 juin, c'est la fête de la musique, elle sera diffusée sur France 2 avec le concert de la musique. Alors cette année, les animateurs, ce sera, j'ai vu, ça a été annoncé ce matin, Daphné Burki et Mohamed Bouafsi. Okay. L'année dernière, ça devait être Laurie Tillman et Garou. Qui était sur le Culture Box. Ouais. Il va y avoir même toute une fête de la musique week, hein, on vous a annoncé la semaine dernière déjà des petits programmes, vraiment une programmation un peu spéciale musique. Super. Sur France 2, en face sur TF1, ce sera le grand quiz spécial QI. Je serais curieux de savoir quand ils ont lancé ce projet-là sur TF1, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques mois cet hiver, au moment des fêtes, je crois même de Noël, M6 avait fait une soirée QI avec Mac Lesguy, et ça avait été un énorme carton. Les gens s'y attendaient pas. Dans mon adolescence, il y avait eu QI, le grand test sur M6. C'était révolutionnaire, puisqu'on faisait des questions en direct, moi je le faisais. Et on pouvait à l'époque aller sur internet et faire le truc en même temps. Moi j'avais pas internet, mais c'était une des premières fois. Maintenant n'importe qui peut prendre une appli et jouer devant sa télé. Mais là en tout cas ça peut marcher. S'il y a autant d'interaction avec les spectateurs. Ça peut marcher parce que sur M6 ça avait bien fonctionné. Le film de France 4, ce sera toujours un Miyazaki, enfin ce sera toujours un Ghibli pardon, mais ce sera Souvenir de Marnie. C'est marrant parce que la semaine dernière c'est pas les plus connus. C'était La Colline au Coquelicot et Souvenir de Marnie. C'est marrant parce que moi j'ai eu la chance de voir ces deux-là et ces deux films que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc voilà. Oui, mais c'est pas des Miyazaki, t'as raison. C'est fait par les studios Ghibli, mais c'est... Sur M6, The Rookie, le flic de Los Angeles. La série. En inédit, la série. Elle est chouette cette série. Épisode 1 et 2, donc ça peut être sympa. Mais c'est un samedi, alors à mon avis, entre la fête de la musique et le reste, à mon avis. Mais pourquoi pas, c'est vrai qu'on voit que 911 a bien fonctionné, alors bon. Une soirée touche pas à mon pote sur LCP. Il faut rappeler que avant touche pas à mon poste, touche pas à mon pote, c'est une association antiraciste qui a été créée dans les années 80. Pour voir du cinéma, il faudra aussi aller sur Sister avec Le Crime de l'Orient Express version 1974 de Sidney Lumet. Donc c'est quelque chose d'assez pointu. Puis du football sur la chaîne L'Équipe avec l'Euro des moins de 19 ans. L'Italie face à la France. C'est l'Euro féminin. C'est bien ce qui me semblait. Le dimanche soir, on regardera après, puisque je ne l'ai volontairement pas regardé. Tu t'es pas spoilé là ? Ah non, pas du tout. Bon, non, j'ai juste vu en haut que c'était le dimanche. Lundi 23 juin, Le Remplaçant sur TF1. Enquête au paradis. Cette série australo-britannique, saison 1, épisode 1 et 2. C'est une série donc de meurtre en Australie, à voir ce que ça va donner. Le Remplaçant, ça marche pas des masses, donc... C'est dommage qu'il ne l'ait pas traduit par meurtre en Australie. Oui, c'est vrai. Ça aurait peut-être fait un carton. Sur France 3, le film du soir, moi je m'en souviens pas, c'est magnifique. Enfin, je l'ai jamais vu, mais avec Loïc Cornillac et c'est son film à lui. Ouais, il voit tout en couleur et en fait, il rencontre une jeune femme et il commence à tout voir en noir et blanc ou l'inverse. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'est bien, mais bon. Bon. Sur France 4, un documentaire qui ne nous concerne pas, puisque ça s'appelle Chauve, la revanche. Et non, un documentaire nous sommes toujours chevelus.
qui raconte tout. Bon, on peut faire croire ce qu'on veut, tu vas me dire, on est en podcast. Mais bon, ils nous ont déjà. Regardez nos critiques à chaud, là, vous verrez qu'on a des cheveux. Par contre, si vous avez des documentaires sur les gros. Ouais, là, on est partant. On aura Eve sur Arte, un film de 1950. Alors attention, là, c'est sans doute assez pointu, mais pourquoi pas. Night and Day sur W9. Je trouve ça chaud parce que, quand même, il était sur M6 il y a un mois. Après, on dit les gens, ils se détournent un peu de certaines chaînes, mais franchement. Là, c'est même pas du replay, c'est juste après, c'est un peu chaud. Et The Beekeeper sur TMC. Ah bah non, mais oui, donc, mais non. Mais... Le duel du lundi soir, ça va être Night and Day. Surtout qu'ils sont sur les plateformes concernées, quoi. Tu peux les regarder sur M6+, quoi. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. Bah, ça sent l'été, quoi. On sent que les gens... Surtout, vraiment, j'insiste sur le fait que les gens rejoignent la télé une fois le début des vacances commencé. À partir du début du Tour de France, à partir du 14-15 juillet, les primes remontent un peu. Mais c'est vrai qu'en juin, entre les révisions du bac, les barbecues, la fête de la musique, les fêtes patronales, les balades au bord de l'eau et tout, c'est là où les jours sont les plus longs aussi. Mais bon, quand même, voilà. TF1 série film, ce sera Kaamelott. Pardon, ce sera Le Paris. Ce sera le film Le Paris. Kaamelott, ce sera sur Sister, excusez-moi. Et ce sera Mégane, le Creepy Monday sur RTL 9. Oh, bah dis donc, le 2 arrive. Sort bientôt. Et comme quoi, c'est des fois les chaînes du câble qui se moquent un peu moins de vous, j'oserais dire, en matière de programmation. Sur le mardi 24 juin, Koh-Lanta sur TF1, Cache Investigation sur France 2 entre la politique et le business, et ça il paraît que ça va faire grand bruit parce qu'on entend parler un peu de pot de vin ou de choses comme ça. Une soirée spéciale, Un si grand soleil sur France 3, donc c'est la série quotidienne qui fait un prime time, tout à fait. Le film coup de cœur de France 4, ce sera Sarah Bernard, La Divine. Je ne veux pas encore vous dire déjà, mais quand même, parce qu'il est sorti à Noël, et c'est vrai que Noël, c'était il y a 6 mois. D'ailleurs, le 24 juin, on sera pile à 6 mois de Noël. C'est le jour le plus loin de Noël de l'année. Dis donc. Et oui, les chrétiens dans un sens comme dans l'autre. Font une fête ce jour-là, d'ailleurs, la naissance de Saint Jean-Baptiste. Bref, peu importe, mais c'est symboliquement le jour où le soleil recommence à baisser. Et il fête une nouvelle fois les David parce qu'on fête jamais assez les David. Oh bah jamais, on n'arrivera jamais à trop les fêter. Il a déjà tes yeux sur TFX, une petite comédie Lucien Jean-Baptiste. Sur Gulli, il y aura Dragon 3, c'est quand même du gros. C'est vrai qu'il l'aurait mis sur M6, ça aurait pu marcher aussi. Sur T18, Jusqu'ici tout va bien avec Gilles Lelouch. C'est quand même pas des films qui sont forcément très porteurs. Non. Et Divergente 2 sur Sister. Ah oui. Mercredi 25 juin, Grey's Anatomy, on arrive à la fin, j'allais dire enfin, mais bon, de la saison 21. Ouais, mais il passe que 2 épisodes par... ça fait presque bizarre d'avoir que 2 épisodes inédits par soir. Donc l'épisode 17 et 18. Une amitié dangereuse, ce sera la suite et la fin de la nouvelle série de France 2. Alors on n'a pas les audiences de cette semaine vu que c'est pas encore commencé, mais bon. Voilà. On aura toujours Top Chef sur M6. La Crise, c'est un film que j'avais vu... Qu'est-ce que c'est long, Top Chef. Ouais, c'est long. Moi j'ai regardé il y a fois, très longtemps, mais j'ai laissé tomber. Ah ouais, non. La Crise, c'est un film des années 90 avec Vincent Lindon et Patrick Timsit. C'est un film... Sur la crise. Ouais, moi je l'avais vu petit, il m'avait pas un peu traumatisé, mais ça raconte vraiment l'histoire d'un gars qui tout à coup va se mettre à tout perdre, quoi. C'est un peu comme... Il y en avait un aussi avec Gérard Jugnot, je sais plus comment il s'appelait. C'est un peu triste comme ce genre de film. Le flic de Belleville sur TMC, ça c'est toujours le film... J'aime bien celui-là. Moi, il est surréaliste, quoi, avec Omar Sy, un film américain, américano-français. C'est pas un remake de Beverly Hills, mais ça reprend les codes, c'est marrant, j'aime bien. Sur C Stars, les Charlots. Bah oui, pourquoi les Charlots ? Bah parce que ça avait marché sur RMC Story. Bah oui, forcément. Du coup, le Grand Bazar sera diffusé le mercrredi 25 juin, et ce sera suivi de Arrête ton char, bidasse. Donc full soirée. Full soirée nanar des années 70-80, mais bon, je sais que moi de temps en temps, why not. Jeudi 26 juin, HPI, toujours les rediffusions, envoyé spécial sur France 2, Tandem sur France 3. La nouvelle série de Canal, ce sera Yellow Jackets, mais c'est la saison 3. Et oui. Sur France 4, Le secret de Brokeback Mountain, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Moi non plus. C'est l'anniversaire là, il fête ses... c'est ça. C'est 20 ans. T'as vraiment une sacrée culture ciné, je te le dis sincèrement, parce que chaque fois que je parle d'un truc, tu sais ce que c'est, ou c'est l'anniversaire ou le truc, donc je suis ciné, tu es à la télé. Bref, oui. Et voilà, sur M6, la nouvelle série d'M6, c'est J'en connais un rayon, le nouveau jeu de Julien Courbet. C'est un jeu conso. Et ce sera ça va plaire, avec Olivier Dauvers. Alors, il le lance l'été pour voir, en fait, si ça peut devenir quelque chose de récurrent. Mais ça peut être marrant. En tout cas, c'est à la fois un jeu, mais c'est aussi plein de tips pour quand vous faites vos courses, quand vous faites des achats sur internet et tout. Donc l'idée, je trouve, est assez sympa. J'espère que ça va. Moi, les tips pour faire les courses, j'en peux plus parce qu'à chaque fois, c'est des trucs qui te prennent un temps. Ah, bah ça. Les coupons, les applis, les machins, les gens qui se font rembourser leurs courses. C'est en mode, mais comment tu fais ? Et puis en plus, les gens achètent.
Bon, faut bref, avoir, faut allez, avoir que je suis ça. pas Julien Enfin, Courbet, mais... faut avoir le temps. Faut avoir que ça, et puis parfois tu dis oui, mais attends, si t'achètes la marque moins la réduc, ça te fait quand même plus cher que d'acheter Ouais, le la marque produit. distributeur, Ouais, ouais, c'est non, ça. c'est sûr. Bon, bref. Il y aura une soirée, les 20 tubes de l'été préférés des Français, c'est en inédit sur W9. Ah, Alors cool. ça avait peut-être été un peu pensé pour M6, mais ça arrive Bah, là. c'est dommage parce que le Euh, concert 80-90 ça Ouais, avait bien fonctionné. ça avait Quoi. bien marché, ouais. Donc ça Mm. sur W9 le 26 juin. Il y aura les Soudoués en vacances sur TMC. On aura les Jolies Choses avec Marion Cotillard sur Ah oui. T18. Voilà pour ce jeudi 26 juin. Si quand même noter que sur RTL9 il y a The Guilty. J'avais adoré ce film. On va se faire quand il engueuler est par les autres chaînes 2018. de médias thématiques au bout d'un moment à force de dire que Sur RTL. 13ème rue, il y aura Unforgettable, le film Sans issue sur Paris Première, Hunter Killer sur OCS, Polar Plus proposera le bon numéro avec John Travolta, et Olympia TV aura son fameux magazine Olympiascope à Eh bah oui, 20h30. ouais, bien sûr. On n'en parle pas à chaque fois, mais vous le savez. The Guilty sur The Guilty, il est génial. ce Il film. est chouette. Et il y a eu un remake Avec Jake américain, Gyllenhaal. je crois, ouais, mais que je n'ai pas vu parce que vraiment l'original, c'est un film danois qui Ouais, est c'est ça. absolument fascinant. Vendredi 27 juin, Mask Singer, la finale, ça va être Oh. terminé, on va passer à autre chose après par la suite. Ah bah, il était À temps. l'instinct qui cartonne sur France 2, donc on continue. France-Brésil féminin sur France 3. Ouais. Le blockbuster Canal+, ce sera Wicked. Que j'ai plutôt apprécié, Ouais. mais j'ai trouvé un peu long, mais en même temps, Regardez moi, en VO peut-être. vous le savez, l'univers fantastique, Ouais. c'est pas trop mon truc. On rappelle que le 2 va sortir cet été. Ouais. Il y aura Les Demoiselles de Rochefort sur France 5. Cet été, non, cet hiver. Cet hiver, pardon. Ouais. Oui, pardon. Je suis fatigué. Cet Non, hiver, y a à pas de Noël. Les Demoiselles de Rochefort sur France 5. Cool. Baywatch Alerte à Malibu sur, Trop bien. sur M6. Je l'adore. Je sais, il est noté une étoile, mais j'adore ce film. Je ne l'ai jamais vu. Donc, Franchement, si t'as l'occasion de le... Moi, il m'a fait, mais vraiment, j'en rigole parce qu'en fait, c'est une parodie de ce qu'aurait pu devenir Zac Efron à l'époque, Ouais. joué par Zac Efron. Ok. Et du coup, c'est vraiment très très drôle. Ils sont musclés comme Ouais. c'est presque Ouais. trop. Et en plus, le scénario Bah, nous est... aussi, on est comme ça. Il y a du sérieux et pas trop. Enfin, c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup Baywatch. Bah, je l'ai jamais vu, donc pourquoi pas le regarder. Sur M6, du coup. Traversée sans retour, vous le savez, on n'en parle pas, ça c'est peut-être assez souvent, mais on a des téléfilms allemands le vendredi soir sur Ah Arte. oui, c'est vrai. Ouais. Et, Qui sont de bonne qualité d'ailleurs. Ouais, de très bonne qualité. Et Arte Mm. Allemagne diffuse aussi des téléfilms français Ok. régulièrement. Donc c'est bien qu'il y ait quand même, on rappelle que c'est une chaîne franco-allemande, Arte, on Mm. l'oublie souvent. Pop Redemption, avec Julien Doré et Grégory Gadebois et Jonathan Cohen Ah sur oui. TFX. Je ne l'ai jamais vu. Il paraît que celui-là. c'est sous-coté ça. Mais c'est assez sympa, je trouve, de le proposer à la télé. Ouais. Qui veut la peau de Roger Rabbit sur Gulli. Ok. Ça, c'est un grand Super. classique quand même, avec juste Bravo. avant Dragon 3, donc Ouais. super pour ça. Et puis, à noter aussi que, d'un point de vue cinéma sur l'équipe, ce sera Agent presque secret avec Dwayne Johnson. Donc Dwayne Johnson sera face à Dwayne Johnson, qui est dans Baywatch. Agent presque secret, c'est avec Dwayne Johnson et avec Henry Cavill, si je dis pas de bêtises. C'est cette comédie d'action qui est vraiment très rigolote. Ah bah, je suis Monsieur Cinéma. Ah bah excusez-moi, ouais, j'arrête. non, bah alors celui-là, je ne l'ai Ah ouais pas du tout. Agent presque secret. Agent presque secret. Ouais, avec Dwayne Johnson, je l'ai vu, oui, il est vraiment sympa, c'est un peu un film à la Paul Feig, même si c'est pas Ah ouais, non, mais je suis passé à côté. Non, Ouais, il est sympa, il est d'accord, vraiment ok. sympathique. Ah oui, c'est avec Kevin Hart, ok. Ok, ouais, je vois, Ouais, je vois. Kevin ouais, Hart, ouais. peut-être, ouais. Sur Ciné Plus Frisson Blade Runner 2049, parce Ah. que je veux pas me fâcher avec les autres. Hein. Rogue Hero sur Canal Plus série, c'est On va pas le faire à chaque fois parce que sinon l'émission va être beaucoup Dora trop longue. l'exploratrice sur Ciné Plus Family. Je ne vous dirai donc pas qu'il y a Snowpiercer sur RTL9, et que c'est vraiment un très joli film. Allez, mon bon David, tu vas me faire deviner ce qu'il y a le dimanche sur TF1. Et moi, je te ferai deviner France 2, mais il faut que... Voilà. France 2 est caché, je te laisse regarder ce qu'il y a sur TF1. Allez, j'ai envie de voir un bon film dimanche soir, là. Eh ben, c'est pas là que tu vas le voir. Merde. C'est un 3e volet, c'est une comédie française, c'est Oh, les idéal tuches. pour l'été. Camping, Oui, mais lequel? bah 3. Bah oui. C'est le 3e opus. Bah oui, voilà, c'est ça. Ok, bon, bref. Ouais, bon, bah, c'est l'été, quoi. Ouais, C'est l'été. Ouais. J'aurais préféré revoir. Bah, ils ont repassé le 1 et le 2 il y a pas si longtemps. Ah oui, bah voilà. Ouh là là, par contre, il y a du lourd sur France 2. Un film de 2019 qui avait été récompensé, multi-récompensé, avec George McKay et Colin Firth. C'est un film historique. Oui, non, c'est pas le discours d'un roi. Non, Non, c'est non, un non, film non. historique. Ah, oui, Moi- j'ai plus le titre. Et mais moi, avec seulement ces indices-là, je l'avais pas. Si, c'est le truc on avait bien aimé, on était allé le voir, je crois quasiment en même temps, on l'avait passé ici au rire. C'est possible. Non, ça va pas revenir. De Sam Mendes, Oui, 1917. 1917, oui, c'est à ça. ça que tu pensais. Oui. 1917, magnifique film de guerre.
Tourné en faux plan séquence. C'est ça. Ouais. Donc, oui, c'est du très très lourd. Face à 1917. Alors là, on a vraiment deux styles complètement différents. Quand j'ai tapé des mains devant le micro, les gens vont me détester. Moi, c'est pas grave, ils t'aimeront quand même. Sur Arte, il y aura Jackie Brown de Quentin Tarantino. J'ai jamais vu celui-là. Non, il paraît que c'est son plus sage. Ouais. Donc bon. Mais il est de bonne qualité. Ouais. Pourquoi pas. On aura Esprit criminel sur TMC, Bandidas sur TFX, j'ai jamais vu ce film. Mais il est pas passé il y a pas longtemps sur une autre. Peut-être. Si, je crois qu'on en a passé, on en a parlé la semaine dernière, je crois. Ah, la semaine dernière carrément. Mais je crois. Ah, c'est possible. Attends. Il est passé hier. J'ai regardé le programme télé, il est passé hier, mais je crois. Mais sur une chaîne du câble alors peut-être. Je ne sais pas. Attends, je vais te dire ça. Programme télé. Est-ce qu'on peut avoir hier? Ah mais non, on peut pas avoir hier sur le. Ah si, hier. Attends. Que je te dise pas de conneries. Je suis en train de te dire une connerie. Two Guns, Divergent, Snapped. Eh ben non, je te dis une connerie. Mais je l'ai vu. Je suis persuadé de l'avoir vu quelque part, ce film. C'est possible. Bon, écoute, c'est pas très grave, on s'en fout. En même temps, tu vas me dire c'est passé. Et donc, Bandidas, Transformers Last Night. On continue Transformers sur Gulli. Et voilà. Sur TF1 série film, Banlieue 13 Ultimatum. Bon, c'est sans doute pas le... Ouais. Voilà. Et donc, on passe à une... Jason Bourne, l'héritage, c'est marrant, ça sur la chaîne L'équipe, il passe vraiment plein de films. Danse avec les loups sur Sister. Et par contre, Terre de géants, une série documentaire sur T18, qui arrête donc déjà les films le dimanche soir. Super, ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous raconter pour le programme télé. Eh ben super, voilà, vous avez encore plein de trucs à regarder comme d'habitude. Donc on n'oublie pas Critflix, c'est surtout un Patreon. Critflix, c'est patreon.com/critflixmedia. Vous pouvez y aller, c'est entièrement gratuit. Vous avez juste à vous abonner à notre chaîne pour avoir tout en avance. Et puis sinon, vous pouvez faire un petit don si vous voulez. Voilà, vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça nous permet quand même de pouvoir refinancer peut-être un petit peu de matériel ou pouvoir aller faire des interviews à droite à gauche. Sans forcément nous ruiner, puis montrer aussi votre soutien tout simplement au podcast. En tout cas, nous, on arrive tout doucement au début de notre été à nous, celui qui va voir les émissions hebdomadaires s'arrêter dans leur format habituel. On vous fera normalement des petites pastilles qui sortiront une fois ou deux par semaine. J'ai même des interviews de prévues, figure-toi, Super. Et avec quelqu'un qui travaille chez Canal+. Mais oui, monsieur. Mais oui, je vous en dirai plus. Je tease un peu, mais je vous garde ça sous le coude. Et voilà, d'ici le mois de juillet, vous aurez une interview. Et normalement, peut-être, si j'y arrive, au mois d'août, vous en aurez une deuxième. Et en attendant, vous aurez forcément des petites pastilles. On va essayer de vous expliquer 2-3 petites choses autour de la télé et du cinéma. En tout cas, j'espère que vous serez là. N'oubliez pas, ce qui est très important, c'est surtout de partager... Oui, n'oubliez pas les paroles déjà. C'est parce que sinon, Nagui n'est pas content. Mais c'est surtout de le partager autour de vous et d'en parler autour de vous. Les podcasts, c'est quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire, mais on peut très vite y devenir accro, et on l'espère que vous deviendrez accro à Critflix. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, de le partager sur les différents réseaux sociaux, etc., etc. Ça nous fait énormément de publicité. On vous dit, dans tous les cas, à la semaine prochaine, et puis, regardez la télé. Salut